commencer. Bonjour à tous et tous mes meilleurs vœux pour 2019. Nous sommes très contents de vous accueillir à nouveau ici pour cette première conférence de la saison. Quelques petites annonces avant que M. Zalk commence son exposé. Tout d'abord, nous aurons l'Assemblée générale de l'association le 22 janvier dans cette même salle à 17h. Donc soyez nombreux parce qu'il y a toujours les votes du bureau, etc. Et nous vous présenterons donc les événements qui ont eu lieu dans le courant de 2018 et ce que nous vous proposons pour 2019. Plus il y a de personnes qui seront intéressées à participer activement à cette association et à son bureau, mieux ce sera. Donc n'hésitez pas à vous porter candidat à ce moment-là pour faire partie des membres du bureau, des membres actifs du bureau. Ensuite, juste une petite précision sur le programme. La prochaine conférence qui a lieu, je crois, le 21 février, son titre vous a peut-être paru un peu étrange, mais qu'est-ce que ça veut dire, ma thèse en 180 secondes? En fait, il s'agit d'une manifestation nationale et internationale qui amène les doctorants à présenter leur sujet de recherche en 180 secondes. Donc il faut être très bref, très concis et très explicite. Et donc on a décidé cette année de faire un événement de ce type au laboratoire. On essaie de le faire dans le timing qui permettrait éventuellement aux étudiants de se présenter au concours national, voire international. Enfin, soyons, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir pour disons, les aider dans leur présentation, critiquer aimablement leur présentation, et ça vous donnera l'occasion de voir une partie des recherches qui ont lieu dans ce laboratoire. Je dis une partie parce qu'en fait, les critères nationaux imposent la langue française, et puis je pense que pour vous, peut-être certains d'entre vous, c'est mieux que ça soit en français. Or, nous avons pas mal d'étudiants qui sont anglophones et qui ne pourront pas donc présenter dans ce cadre-là. Donc, en fait, il n'y aura qu'une partie bien sûr des doctorants qui seront représentés, une petite partie qui sera représentée ici. Voilà, je crois, j'ai vu que vous étiez très nombreux à vous être inscrits et à vous payer votre adhésion pour l'année 2019. Je vous en remercie. Ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas. Daniel est très efficace, notre vice-présidente est très efficace pour cela et récolte des sous généreusement vous lui donnez. Eh bien, nous allons passer donc à la conférence qui est présentée aujourd'hui par Monsieur le Dr Bernard Zalk, qui est en fait directeur de recherche à l'INSERM, directeur de recherche émérite. Il en fait appartient à l'INSERM depuis un certain nombre d'années maintenant, et il a créé en fait à l'INSERM l'unité de biologie des interactions neurones-glie qu'il a dirigée jusqu'en 2009. Puis ensuite, il a pris la direction de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Salpêtrière, et ceci jusqu'en 2014, si je me souviens bien. Et en 2014, à la fin de son mandat, il a gagné l'équipe en fait mécanisme de myélinisation et de remyélinisation, à laquelle il est associé encore maintenant. Il est l'auteur de nombreuses publications, bien sûr, et également d'ouvrages. Et en fait, le thème de la conférence d'aujourd'hui est en fait le thème d'un de ses derniers ouvrages, qui est la myéline, le turbo du cerveau. Donc je vais lui laisser la parole pour vous expliquer pourquoi ça accélère autant le cerveau. Merci Bernard. Merci Anne-Marie, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Trésorier. Merci à tous d'être venus. C'est toujours un peu impressionnant d'avoir une salle un peu grande. Je vais donc vous parler de myéline. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça dit quelque chose à beaucoup d'entre vous. Moi je sais que quand j'ai commencé dans les années 70, dans le Petit Robert, à la rubrique myéline, il y avait écrit « substance grasse et molle ». C'est vrai que ça n'a pas vraiment envie. Je me demande toujours comment j'ai fait pour continuer. Mais je vais commencer par vous passer un tout petit extrait d'un film où on parle aussi de myéline. Et
et qui va vous situer, parce que j'essaie de replacer ces histoires de myéline dans un contexte un peu d'évolution. Et donc ça, c'est juste la Salpêtrière, la chapelle de la Salpêtrière, 1656, le roi Louis XIV. When you say people, you mean living people? Well, I'm here to apply for a research position in your neurology lab. Neurology lab? Room? This is a chronic hospital, doctor. The position is for staff neurologist. You will be working with patients, people, yes. Doctor. The Carmel Institute? Tell me about that. Anything with patients there? Or... Earthworms. I'm sorry? It was an immense project. I was to extract 1 decagram of myelin from 4 tons of earthworms. Really? Yes. I was on that project for 5 years. I was the only one who believed in it. Everyone else said it couldn't be done. It can't. I know that now. I proved it. Voilà, c'est un peu la situation des chercheurs et on parle un petit peu de vers de terre. Et donc je vais revenir brièvement sur le vers de terre dans un instant. Donc vous avez peut-être reconnu cet extrait de film Awakenings, le film de Penny Marshall qui nous a quittés cette année, avec Robert De Niro, et là c'était Robin Williams qui était le jeune postdoctorant qui venait appliquer pour un poste dans cet hôpital où il va rencontrer Robert De Niro un peu plus tard. Donc voilà, et je vous présente juste les grandes lignes de l'exposé. Donc je vais d'abord vous rappeler les principales fonctions de la gaine de myéline. Après on verra d'un point de vue évolutif quand la myéline est apparue. Très brièvement, sur une dia ou deux, on verra si, mais sur des spéculations, si à mon avis c'est apparu dans le système nerveux central ou dans le système nerveux périphérique en priorité. Et puis plus longuement, on verra s'il est nécessaire d'acquérir de nouvelles cellules ou une nouvelle cellule pour créer cette gaine de myéline. Alors, commençons par les principales fonctions de la gaine de myéline. Et déjà, juste pour vous replacer un peu le contexte, ce que je devrais dire, vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez sans doute, qu'il y a 2 systèmes nerveux au moins, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est tout ce qui est dans la boîte crânienne, c'est le cerveau et la moelle épinière qui est dans les vertèbres. Le système nerveux périphérique, c'est tous les nerfs qui sont en dehors de l'os. Et dans le système nerveux central, la cellule qui fabrique la gaine de myéline s'appelle l'oligodendrocyte et elle a quelques particularités, notamment de myéliniser plusieurs axones en même temps. Et quand je dis plusieurs, le nombre peut être assez élevé puisque dans le nerf optique, ça va jusqu'à 50. Mais étant bien entendu qu'une cellule ne va pas myéliniser l'axone tout du long, elle va myéliniser que sur chacun des axones, ce qu'on appelle un interneux, puisque la gaine de myéline est interrompue régulièrement, ce qu'on appelle les nœuds enviés. Et puis, dans le système nerveux périphérique, la cellule myélinisante s'appelle la cellule de Schwann, et chaque cellule de Schwann ne va myéliniser qu'un interneux. Donc déjà, en termes de réflexion et dans un contexte pathologique, on peut tout de suite imaginer les conséquences que ça peut avoir, parce que si un processus pathologique va tuer une cellule de Schwann, vous n'aurez qu'un interneux qui sera démyélinisé, alors que dans le système nerveux central, la mort d'un oligodendrocyte peut entraîner la démyélinisation de 10, 20, 30, jusqu'à 50 interneux sur 50 axones différents. Voilà. Alors là, c'est juste un autre schéma qui rappelle un oligodendrocyte tel que celui qu'il a vraiment démontré. Juste une petite chose, l'oligodendrocyte, c'est une cellule qu'on a mis du temps quand même à découvrir. Vous savez que pratiquement toute l'histologie du système nerveux central a été établie par Ramon y Cajal, fin du 19e, tout début du 20e. Et puis il avait un étudiant qui s'appelait Pio del Rio Ortega, qui lui a décrit l'oligodendrocyte.
Et ça, c'était en 1920-25, jusqu'à 28. Et Pio del Rio Ortega, alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que Ramón y Cajal a été jaloux de Pio del Rio Ortega parce qu'il avait trouvé une cellule que lui n'avait pas trouvée? Ou bien est-ce que il y avait aussi le fait que Del Rio Ortega était un homosexuel affiché, et que dans l'Espagne, dans Madrid des années 20, c'était peut-être pas très bien, mais toujours est-il qu'il n'a pas eu de poste définitif il n'a pas pu s'établir comme professeur à Madrid ni en Espagne. Il est venu brièvement en France, on ne l'a pas tellement mieux accueilli, d'aller en Angleterre, ça n'a pas été tellement mieux, et finalement il est allé dans un pays libre qui était l'Argentine, et il a fini sa carrière au début des années 50 comme professeur à Buenos Aires. Donc ça c'est pour la petite histoire sur la découverte de cette cellule de l'oligodendrocyte. Et là encore une fois, on montre bien qu'un oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs interneux, et on voit les interruptions de la gaine de myéline qu'on appelle les nœuds de Ranvier, décrits par l'histologiste français Louis Ranvier à la fin du XIXe siècle. Je vais y revenir peut-être dans un moment. Donc en microscopie électronique, vous voyez, ça c'est une coupe transversale d'un axone. Ici vous avez l'axone, et vous avez tous ces enroulements successifs en spirale de l'oligodendrocyte. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui travaillent sur les plantes, sur d'autres sujets. Je crois qu'il n'y a aucun exemple dans la nature où une cellule va s'enrouler de cette façon et enserrer une autre cellule avec autant de tendresse. Et en plus, c'est pour toute la vie. Toute la vie du neurone, l'oligodendrocyte va la tenir dans ses bras. C'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la nature. Alors, on va aborder maintenant à quoi ça sert, lancer à l'axone, et qu'est-ce que ça lui apporte. Et alors, Louis Ranvier, donc celui qui a décrit ce que lui appelait des constrictions, mais qu'on a appelé de son nom les nœuds de Ranvier, avait supposé que la gaine de myéline servait d'abord à isoler l'axone de son milieu environnement, de l'environnement. Alors, ce qui est amusant là, c'est que ça s'est passé une vingtaine d'années après qu'on ait déposé les premiers câbles sous-marins. Alors, le premier était entre Douvres et Calais. Après, il y a eu celui qui était entre l'Irlande et les États-Unis. Et les câbles, c'était des fils de cuivre. On savait qu'on ne pouvait pas les mettre directement dans l'eau de mer. Ils étaient entourés d'une substance qu'on appelait à l'époque le gupta, qui est devenu le latex. Et ça n'a pas été si facile. Les premiers câbles ont été très rapidement. Il a fallu refaire, mais enfin, il y avait des bateaux, et il y en a encore, qui sont devenus des bateaux spécialisés sur lesquels on peut mettre 3000, 4000 km de câbles, qui ne servent qu'à ça, et puis on les descend au fond de la mer. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils soient isolés. Et Louis Ranvier, en pensant à ces câbles électriques, et comme on commençait à se douter des travaux de Prinjani, tout ça, que l'information dans le système nerveux central s'est passée par une sorte de courant électrique, il s'est dit probablement que la gaine de myéline, elle sert à ça, elle sert à isoler les axones, à l'époque on appelait ça des cylindres d'axe, les axones les uns des autres, de façon à faciliter leur communication. Donc ça, c'était vraiment une vision intéressante, je trouve. Le même Louis Ranvier a écrit par ailleurs des bêtises, mais on ne garde que les choses vraies dans ce cas-là. Et puisqu'il avait décrit ces constrictions, il ne comprenait pas très bien à quoi elles servaient. Il savait que la myéline, c'est pas lui qui a dit que c'était gras et mou, mais il savait que c'était relativement mou. Et il disait, ça sert parce que chez l'homme, s'il n'y avait pas ces constrictions, et bien quand ils sont debout, les hommes, la myéline, elle irait jusqu'au fond des têtes. Et c'est pas tout à fait la fonction des nœuds de Ranvier. Donc, première fonction. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez m'interrompre et poser une question, oui. Excusez-moi, monsieur, le mot myéline, est-ce que ça veut dire que ça se situe au milieu? Je ne comprends pas l'étymologie de ce mot myéline. Myéline, ça vient de myélos, c'est du grec et ça veut dire blanc, comme votre chemise. Merci.
Oui, parce que c'est un peu blanc. Alors, première fonction, donc, une fonction d'isolant électrique. Deuxième fonction, ça a à voir avec la vitesse de conduction de l'afflux nerveux. Alors ici, j'ai représenté schématiquement un axone. Hein. Vous savez, les neurones, il y a 3 parties dans le neurone. Il y a le corps cellulaire. Le neurone, après, a des tas de petits prolongements qu'on appelle des dendrites, par lesquels il reçoit les informations d'autres cellules de l'extérieur. Et puis, il a un prolongement unique qu'on appelle l'axone et qui va se projeter sur la cible. Alors, dans le système nerveux périphérique, c'est sur le muscle, hein, mais il y a toujours un seul axone par neurone, alors qu'il peut avoir des dizaines, des centaines de dendrites. Un seul prolongement, mais qui peut avoir on appelle ça, qui peut avoir des embranchements. Alors, s'il y a un événement de dépolarisation qui vient du corps cellulaire du neurone, eh bien, il y a une dépolarisation qui se passe tout au long de la fibre de l'axone. J'ai représenté là en rouge des canaux sodiques qui sont responsables justement de l'influx nerveux. Et donc ces canaux vont s'ouvrir du fait de la dépolarisation et de proche en proche, puisqu'il y a des canaux tout du long du nerf, tout du long de l'axone, de proche en proche. Le courant va se propager le long de l'axone d'une façon axiale et puis aussi de façon radiale le long à travers la membrane par le biais justement de ces molécules qui sont des canaux sodiques voltage dépendants. Et sur une fibre non myélinisée, il y a une seule façon d'augmenter la vitesse de conduction, c'est en augmentant le diamètre. Alors pourquoi ? Bien parce que quand on augmente le diamètre, on diminue la résistance. Quand on diminue la résistance, on augmente la capacitance. Et par une règle que je n'ai jamais très bien comprise, mais ça fait 40 ans que je l'enseigne, ça a pour résultat d'augmenter la vitesse de conduction. Donc je dis ça tout de suite parce que s'il y a ici des électrophysiologistes, je veux bien que tout à l'heure ils viennent m'expliquer comment en augmentant la capacitance on peut augmenter la vitesse de conduction. Et surtout, ne me posez pas de questions là-dessus, je suis incapable d'y répondre. Je dis ça fait 40 ans que ça dure. Finalement on s'en sort. Hein. Donc ça c'est dans une fibre non myélinisée. Maintenant, voyons une fibre myélinisée. Alors, vous voyez, c'est exactement le même schéma d'un axone. La différence, c'est que j'ai mis en bleu, cette fois, la gaine de myéline. Et vous voyez, cette gaine de myéline est interrompue à des endroits où il y a du rouge. Vous vous souvenez, le rouge, c'était les canaux sodiques. Eh bien, là, cette fois, dans une fibre myélinisée, il n'y a plus du tout de canaux sodiques tout au long. Ils sont tous accumulés au nœud de Ranvier. Et de ce fait, quand il y a un événement de dépolarisation, comme tout à l'heure, qui vient depuis le corps cellulaire du neurone, eh bien ça va ouvrir les canaux sodiques, et comme il n'y a pas de canaux sodiques ailleurs qu'au nœud de Ranvier suivant, eh bien le courant va sauter d'un nœud de Ranvier au suivant, et c'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire, du latin saltare. Je précise parce que souvent aux États-Unis, ils n'ont pas fait beaucoup de latin, et donc c'est la conduction saltatoire. Alors cette conduction saltatoire a pour effet vous voyez, c'est schématisé, c'est le choix, mais on fait la même chose avec les oligodendrocytes. Donc le courant, le potentiel d'action démarre tout près du corps cellulaire, ce qui s'appelle le segment initial de l'axone, et puis ça va se propager comme ça en passant d'un autre Ranvier au suivant. Et quand je dis que ça va s'accélérer, ça accélère vraiment dramatiquement la vitesse de conduction. Alors dans une fibre non myélinisée, là on a rapporté, je vous ai dit, hein, pour augmenter la vitesse de conduction, la seule façon de faire c'est d'augmenter le diamètre de l'axone. Eh bien, on voit là que pour une fibre qui fait, disons, 10 micromètres non myélinisée, on aura une vitesse d'à peu près 1 mètre par seconde. En revanche, si vous myélinisez, vous voyez que dès que vous avez le diamètre qui dépasse 1 micromètre, vous avez une augmentation fantastique de la vitesse de conduction, et chez l'homme par un facteur 50 à 100. Il y a certains axes qui conduisent à 80 mètres par seconde. Alors, maintenant, voyons un peu ce que ça veut dire. D'abord, pas tous les êtres vivants sont myélinisés. Seuls les vertébrés sont myélinisés, les invertébrés ne sont pas myélinisés. Mais quand vous réfléchissez au monde vivant
Et au monde des invertébrés, ils ont tous une taille qui est comprise entre 0,1 et 30 cm. Donc conduire l'influx nerveux à 1 mètre par seconde, ça leur suffit très largement. Si vous imaginez une mouche, hein, vous essayez d'attraper comme ça, eh bien, elle va voir votre main arriver, ça va aller de l'œil à son cortex moteur, du cortex moteur à ses ailes, tout ça, ça fait une très grosse mouche, ça ferait jamais 15 cm, donc en 1 centième de seconde, 2 centièmes de seconde, elle va s'envoler. C'est pour ça que vous avez la mouche. On les loupe toujours les mouches. Et les moustiques encore plus. Donc voilà, ça suffit. Alors il y a une exception à ce que je viens de dire. Une exception parmi les invertébrés qui ont une taille supérieure à 30 cm. Quand même, on peut voir de la merde ici. Poulpe. Voilà, le poulpe, le squid, en fait. Alors eux, ils ont effectivement une taille qui peut être capitaine Nemo, hein, plusieurs mètres. Et bien, ils ont augmenté le diamètre de leurs axones. Et chez le calmar, il peut y avoir ce qu'on appelle l'axone géant du calmar, qui fait 700 micromètres. Vous voyez, c'est un facteur plus que 100 par rapport à ce qu'on trouve chez les autres invertébrés. Donc c'est une augmentation dramatique du diamètre des axones. Alors ça, les invertébrés peuvent faire ça parce que le poulpe, c'est tout mou. Le problème chez les vertébrés, c'est que justement, on a les vertèbres. Donc le système nerveux central, comme je vous ai dit, le crâne, il est enfermé dans la boîte crânienne. La moelle épinière est enfermée dans les vertèbres. Donc il y a des contraintes physiques qui empêchent d'augmenter le diamètre des axones. Ça peut pas, il a fallu trouver un autre système chez les vertébrés pour pouvoir augmenter la vitesse de conduction jusqu'à avoir des tailles qui puissent s'adapter à l'augmentation de taille des vertébrés, de beaucoup de vertébrés. Il y a des vertébrés qui sont petits, hein, c'est pas la question, mais après on arrive jusqu'aux dinosaures. J'y reviendrai dans un moment, les aberrations qu'on peut trouver chez les dinosaures. Donc voilà, la deuxième fonction de la gaine de myéline, augmenter la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Et puis la troisième fonction, alors ça c'est relativement intéressant parce qu'on s'en doutait, on ne l'avait jamais démontré, ça a été trouvé en 2012 en fait. 2 articles, un de Jeff Rothstein, qui est aux États-Unis et l'autre de Klaus Nave qui est en Allemagne, qui ont montré que la troisième fonction de la gaine de myéline, c'est de nourrir les axones. Et alors quand on y réfléchit, et je vous donnerai quelques exemples dans un moment, quand on y réfléchit, c'est extrêmement important parce que les axones peuvent être très longs. C'est la même cellule, par exemple, le motoneurone là, que vous avez dans la moelle épinière et qui va innerver jusqu'au gros orteil, ça fait plus d'1 mètre de long. Même quand on est petit, quoi. Je veux dire, c'est comme ça chez l'homme. Hein. Mais après, vous avez la girafe, imaginez la girafe. Donc, il faut bien transporter des nutriments, vous savez, des cellules du glucose. Alors, le neurone est un peu difficile, il faut dire ce qui est. Il y a des gens comme ça, vous savez, ils sont difficiles, ils ne mangent que certains trucs. Il y en a qui ne mangent que du homard, par exemple. J'aimerais bien. Mais le neurone, lui, il préfère le lactate. Bon, on va pas lui faire trop d'histoire. C'est pas très compliqué. On arrive très facilement, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de biochimie, qui s'en souviennent, ça s'appelle le cycle de Krebs. Et quand on parle du glucose, ça va faire là, on parle du glycogène. On débobine le glycogène, ça devient du glycose 6-phosphate, et puis petit à petit, ça peut devenir du lactate à partir du pyruvate quand on sort du cycle de Krebs. Donc on se débrouille pour donner du lactate aux neurones parce qu'ils aiment bien ça. Le glucose, ils en prennent aussi un petit peu, mais c'est le lactate leur préféré. Alors là, ce que j'ai représenté simplement, c'est comment ça se passe. Il y a une cellule qu'on appelle l'astrocyte, qui a des pieds qui vont sur les vaisseaux sanguins, qui, par le biais d'un transporteur, pomper le glucose. L'astrocyte a une propriété, c'est comme les cellules du foie, il est capable de transformer le glucose en glycogène et ça lui donne une réserve de glycogène. Et de temps en temps, eh bien, il débobine son glycogène qui va devenir, il le transforme en lactate, qui va passer vers l'oligodendrocyte, et l'oligodendrocyte va donner le lactate par le biais d'un transporteur qu'on appelle monocarboxylique transporteur, vers un deuxième qui est, lui, sur le neurone, et c'est ainsi qu'il fournit du lactate au neurone. Et ça, c'est très important, parce que, vous savez, il y a deux types de transport dans le long des axones. Il y a le transport rapide et le transport
transport lent. Eh bien, avec le transport lent, pour arriver à faire 1 mètre, il faudrait pratiquement 3 ans. Donc les petites molécules qui passent par le transport lent, comme le lactate, s'ils étaient simplement dans le corps cellulaire, vous voyez, il y aurait un problème pour aller nourrir l'axone jusqu'à ses terminaisons. Et c'est grâce en fait aux gaines de myéline et donc à l'oligodendre aussi, mais à la cellule de Schwann également dans le système nerveux périphérique, que les axones ont ainsi leurs nutriments. Alors maintenant, on va faire un tout petit peu d'évolution. Quand au cours de l'évolution, la myéline est-elle apparue? Alors, d'abord, je vous ai dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. J'ai commencé par vous dire que les invertébrés n'étaient pas myélinisés, alors que les vertébrés l'étaient. Alors, il y a des invertébrés, quand même, qui ont une pseudo-myéline. C'est représenté ici, vous voyez, alors, vous voyez, ça c'est la myéline d'un vertébré. C'est beau, c'est compact, c'est bien fait et tout. Voilà. Ça, c'est chez les vertébrés. Vous voyez, chez les invertébrés, chez certains d'entre eux, surtout chez les nématodes et les arthropodes, on trouve des trucs un peu comme ça, des empilements. C'est moins beau que chez les vertébrés, mais ça peut être quand même très efficace. Et notamment, chez les copépodes, là, vous connaissez les copépodes, c'est du plancton, hein, c'est des petits crustacés, c'est comme des toutes petites crevettes. Celui-là, il doit faire à peu près 2 mm de long. Eh bien, il a un axone qui a des arrondements comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des arrondements parce que c'est concentrique, c'est des empilements de membrane, mais c'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace parce que vous voyez, il peut de cette façon conduire 200 fois sa longueur en 1 seconde. Vous voyez, il peut s'échapper 200 fois sa longueur en 1 seconde. Vous savez qui a le record du monde du 100 mètres? Oui. Usain Bolt, absolument. Usain Bolt, lui il fait 2 mètres de haut. Vous savez en combien de temps il court le 100 mètres? 9 secondes 58. Moi j'ai vérifié avant de venir. 9 secondes 58, donc c'est pas mal. Il fait à peu près 2 mètres de long, donc s'il était aussi compétent que le copépode, ça veut dire qu'il pourrait courir le 400 mètres, 200 fois sa taille, en 1 seconde. Ouais, il peut faire des progrès. Hein. Non, mais... Oui, alors ça c'est un invertébré. Mais c'est vrai que c'est pas bien compact, c'est pas tout à fait ça, ils en ont pas partout. Donc ce qu'on va dire, c'est que, moi je vais appeler ça de la pseudo-myéline, hein, mais ça veut dire qu'il y avait déjà eu des tentatives au cours de l'évolution d'accélérer la vitesse de conduction par une autre méthode que simplement en augmentant le diamètre des axones. Et ça a des conséquences écologiques, là, parce que les copépodes, ils ont des cousins qui n'ont pas du tout de nerfs d'axones qui soient pseudomyélinisés. Et bien, ceux qui ont la pseudomyéline, ils ont des territoires d'extension 400 fois plus grands que ceux qui n'ont pas. Ce qui veut dire qu'ils arrivent à échapper aux prédateurs d'une façon beaucoup plus efficace que ceux qui n'ont pas. Voilà. Donc, j'ai dit aussi autre chose, des bêtises, parce que j'ai dit que tous les vertébrés étaient myélinisés, c'est pas vrai. Il y a des vertébrés qui ne le sont pas, parmi les plus anciens. Donc j'ai juste là rappelé un arbre avec tous les êtres vivants, plus ou moins, pluricellulaires, mais juste pour vous montrer que les vertébrés, vous voyez, se dégagent là, et que les plus anciens, ce sont les poissons. Et parmi les poissons, on peut distinguer 2 groupes. Il y a les gnatostomes, c'est qu'un gnatos, c'est encore du grec, hein, monsieur. Gnatos, c'est la mâchoire. Et nous sommes tous des gnatostomes, on a tous une mâchoire. Mais il y a certains poissons, les plus anciens, qui n'ont pas de mâchoire, on les appelle agnates, pour A privatif, gnatos. Et ça, c'est comme la lamproi ou les myxines, qui n'ont pas de mâchoire. Il se trouve que parmi les gnatostomes, même les plus anciens, comme les poissons cartilagineux, le requin, la raie, ils sont tout à fait myélinisés dans ce nerf central, périphérique, pas de problème, comme nous. Et bien sûr, les poissons aussi. Alors que les agnates, ils ne sont pas myélinisés.
Donc il y a un trou là dans l'évolution, il y en a qui sont réalisés, d'autres qui ne sont pas, donc on se pose la question, à partir de quelle espèce est-ce que les poissons sont devenus myélisés? Alors il n'y a pas d'espèces vivantes, hein. Parmi toutes les espèces vivantes, je dis, soit ils sont agnates, ils n'ont pas de myéline, soit ils sont gnatostomes, ils ont de la myéline. Donc on est obligé d'aller sur les fossiles. Et sur les fossiles, il y a deux grands groupes, il y a les ostracodermes, qui étaient sans mâchoire, des agnates, et puis les placodermes, qui avaient une mâchoire. Alors bien sûr, dans les fossiles, c'est mou la myéline, je l'ai déjà dit. C'est mou, c'est gras, mais ça ne fossilise pas. Et ce qu'on peut faire, et alors ça c'est l'avantage de travailler à la Salpêtrière, c'est que la Salpêtrière, il y a le couloir de l'hôpital, et juste en face, il y a le muséum. Et quand on veut être tranquille, quand on est directeur d'unité, quand on a marre d'avoir les gens qui viennent nous demander des trucs, alors on traverse le boulevard, on va dans le muséum, et non seulement dans le muséum d'histoire naturelle, mais en plus on descend dans les sous-sols, et alors là, personne ne peut vous trouver, quand il n'y a pas d'inondation, c'est tout près de la Seine. Et là, il y a des tas de caisses qui ont été rapportées du Spitzberg avec plein de fossiles. Et donc on prend des fossiles de placodermes, on prend des fossiles d'ostracodermes. Là, il y a une épreuve qui est un tout petit peu délicate, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va les casser en deux, de façon à voir la face interne de la boîte crânienne. Alors, je vous pose le micro pour vous montrer le geste. Là, vous tenez le fossile comme ça dans la main, et avec un marteau, vous donnez un coup sec. Et donc ça, c'est une étape très dangereuse, parce que si vous laissez les doigts, et si vous cassez le fossile, vous faites engueuler. Mais quand on y arrive, après, on a bien ouvert le fossile, on le traite un tout petit peu, la face interne, avec une petite solution acide, et ça va vous permettre de révéler des traces des nerfs crâniens. C'est une des rares fois, pour ne pas dire la seule, où mes cours d'anatomie m'ont servi à quelque chose, et parce que j'ai retrouvé des traces des nerfs crâniens sur l'embocrâne de ces individus fossilisés. Et donc vous voyez là chez l'ostracoderme aussi, là on a le nerf optique, le nerf oculaire moteur, pardon, pas le nerf optique, le 3, hein. Et puis on peut mesurer sa longueur, on peut mesurer son diamètre, on peut faire la même étude chez des ostracodermes, vous avez ici le 3 qui longe d'ailleurs le 4, ce qu'on appelait avant le pathétique, qu'on appelle le trochléaire maintenant, on va faire comme les Américains, et on peut aussi voir le trou par lequel ils sortent, et donc on peut mesurer le diamètre de ces nerfs et la longueur de ces nerfs. Et quand on fait ça donc sur ces espèces, alors évidemment c'est pas sur des centaines d'échantillons, parce qu'on n'en a pas tant que ça, hein, mais ce qu'on voit quand même qui est assez surprenant, c'est que quand on fait l'étude sur les ostracodermes, eh bien on a une longueur du nerf qui varie en moyenne qui est de 0,5 mm, donc un nerf très très court, mais pour un diamètre de 0,1 mm. Alors que chez les placodermes, vous avez une augmentation de 10 fois la longueur du nerf. Et la seule façon qu'on puisse expliquer que pour un diamètre identique, 0,1 mm, on a une augmentation de 10 fois de la longueur, c'est qu'ils étaient myélinisés. Donc on en conclut que les premiers poissons à être myélinisés étaient les placodermes. Et là, je vous en donne un vu de face. Ça vous rappelle quelque chose? Vador. Vador. Non, c'est... Marc Vador. C'est juste comme ça. Moi, quand j'ai montré ça à mes enfants, ils m'ont dit « Oh !» Vador, voilà, Vador. C'est vrai. Pourquoi Georges Lucas était quand même extrêmement motivé, et il connaissait bien la paléontologie, et c'est les ostracodermes qui l'ont inspiré. Et là, c'est l'exemplaire, mais ça c'est un très grand qu'on a au muséum, dans la grande galerie de paléontologie. Hein. Alors ça c'est un spécimen, vous voyez, on a mis des humains juste à côté pour faire échelle. Celui-là, il devait faire à peu près, donc on voit très très bien sûr la mâchoire, hein. C'est un gnatostome. Il faisait probablement 7 à 9 mètres de long. Mais tous les échantillons sur lesquels j'ai travaillé, bien sûr, ils étaient plus petits, des 70 cm, c'était à la même longueur que les ostracodermes, sinon évidemment ça n'aurait pas de sens. Eh bien, l'autre observation, c'est que les ostracodermes, il n'y a aucun ostracoderme qu'on ait observé, qu'on ait retrouvé en fossile, qui faisait une longueur supérieure à 70 cm.
alors que vous voyez, les placodermes, eux, pouvaient atteindre jusqu'à 7 ou 9 mètres de long. Donc encore une fois, c'est un argument pour dire que c'est pas une preuve à 100%, mais c'est un argument pour dire que c'était les premiers, c'était les placodermes, les premiers à être mélinisés. Et donc tout ça, ça s'est passé il y a 425 millions d'années. On peut discuter sur quelques millions d'années près. Vous savez, quand on fait de la paléontologie, on n'est pas à quelques millions d'années près. Alors, tout ça pour dire que l'évolution, c'est quand même un truc fantastique d'avoir réussi à créer je ne devrais pas dire créer, mais à acquérir, cette quête de myélite, c'était quelque chose de fantastique. Mais il y a quand même des aberrations aussi un petit peu dans l'évolution, ou en tout cas des choses qu'on a du mal à comprendre. Et moi, j'aime bien comme exemple celui de quelques dinosaures. Vous allez voir pourquoi. Il y a un truc qu'on appelle le nerf récurrent. Ça vous dit quelque chose, c'est une branche du disque pneumogastrique, le nerf vague. Hein. Alors, il part du tronc cérébral, là, donc par là, et puis il descend et il va faire une boucle à droite sous la sous-clavière, à gauche sous la aorte. C'est pour ça qu'on l'appelle récurrent. Il fait cette boucle comme ça. Alors, chez l'homme, vous voyez, c'est pas très gênant, ça fait quoi, une dizaine de centimètres, c'est pas énorme. Enfin, il pourrait aller directement parce qu'il va énerver le pharynx. C'est le nerf des cordes vocales. Donc il pourrait faire quand même beaucoup plus court. Mais ça, c'est chez l'homme, ça fait une dizaine de centimètres, c'est pas terrible. Mais maintenant, donc là, vous voyez, je l'ai représenté avec la petite boucle autour de l'aorte. Mais maintenant, pensez aux dinosaures. J'ai représenté une girafe aussi, mais le dinosaure, le plus grand qu'on ait connu, c'était le Supersaurus. Alors on sait, parce qu'on l'a jamais eu en entier, hein, mais on a quand même des fossiles de certaines de ces vertèbres. Donc ces vertèbres, ça lui faisait, comme lui, c'est 33 mètres de long, et ces vertèbres montrent qu'il avait un cou qui devait faire à peu près 14 mètres de long. Donc le nerf récurrent, vous voyez, il part toujours du tronc cérébral, il va descendre tout au long du cou, 14 mètres, et il va remonter pour énerver le pharynx. Et là, on arrive à 28 mètres. Alors maintenant, imaginez que vous avez un Supersaurus devant vous, vous lui marchez sur la queue. Alors, deux choses qui se passent. Soit il est myélinisé, soit il n'est pas myélinisé. Et s'il est myélinisé, vous voyez, il va lui falloir, il fait 30 mètres de long, donc en conduisant à 100 mètres par seconde, en quelques centièmes de seconde, en 30 centièmes de seconde, il va arriver dans son cerveau. Là, il va donner le signal au récurrent. Et puis, comme il est myélinisé, encore 30 centièmes de seconde, et il va crier. Et s'il n'était pas myélinisé, vous voyez les conséquences, il faudrait 30 secondes pour aller de la queue jusqu'à son cerveau, et encore 30 secondes pour crier « aïe ». Il faudrait, vous voyez, 1 minute pour se rendre compte qu'on lui avait marché sur la queue. Vous voyez, c'était quand même très important d'être myélinisé, parce qu'il y a ces aberrations, parce que ça ne sert strictement à rien, enfin à mon sens, hein, ça ne sert strictement à rien sur le nerf récurrent qui fasse ce grand trajet. Alors l'autre chose, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du transport lent et du transport rapide, alors ça reste quand même. Et donc c'est absolument terrible parce que le transport axonal rapide, celui qui transporte avec des petites vésicules le long des axones, vous voyez, il fait 200 à 400 mm par jour. Ça veut dire que pour aller jusqu'à la terminaison par le transport rapide, il faut 70 jours, et avec le transport lent, donc vous voyez, s'il fallait qu'il transporte le lactate jusqu'à sa terminaison, eh bien, il faudrait 76 ans. C'est pour ça que vous voyez que la myéline, en lui apportant du lactate, l'aide à survivre plus rapidement. Et voilà, ça c'était des petites digressions sur donc là, j'ai résumé un peu tout ce que je vous ai raconté sur les conséquences des grands nerfs comme ça. Alors maintenant, on va voir dans le système nerveux, dans quel système nerveux est apparue la gaine de myéline. Alors là, j'ai absolument aucun argument. Mais je vais en discuter un petit peu avec vous, et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, je ne serai pas offensé. Vous savez, il y a des maladies. D'abord, il y a deux systèmes nerveux, le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Donc la question que je pose, c'est est-ce que la gaine de myéline est apparue d'abord dans le système nerveux central ou dans le système nerveux périphérique? Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a des maladies démyélinisantes,
comme la plus fréquente chez l'homme, c'est la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, ça a comme conséquence de perdre la gaine de myéline sur un certain nombre d'interneaux. Quand on en perd sur un, ça ralentit l'influx nerveux, et quand on la perd sur plusieurs interneux, eh bien, il y a ce qu'on appelle un bloc de conduction. Parce que le courant ralentit, et puis s'arrête. Et c'est la source du handicap. Donc on peut imaginer, supposons que la myéline soit apparue uniquement dans le système nerveux périphérique, donc les axones qui viennent du système nerveux périphérique, qui entrent dans la moelle épinière et qui vont après jusque dans le cerveau, eh bien ces axones, s'ils arrivaient rapidement, l'influx nerveux arrive rapidement le long du nerf puisqu'il est myélinisé, il arrive dans le système nerveux central non myélinisé, il va s'arrêter. Et puis, même histoire pour les axones du système nerveux central. Ils sont dans le système nerveux central. Si seulement le système nerveux central était myélinisé, il arriverait rapidement dans le système nerveux périphérique, et puis il s'arrêterait. Il y aurait un bloc de conduction. Donc, en suivant ce type de raisonnement, encore une fois, hein, c'est uniquement un raisonnement, mais d'après moi, il est indispensable que la myélisation soit apparue en même temps dans le système nerveux central et dans le système nerveux périphérique. Et puis, il y a d'autres arguments, mais qui sont au milieu de type biochimique, qui vont dans le même sens. Mais voyons maintenant la dernière question. Cette gaine de myéline, puisqu'elle existe pas chez les vertébrés, à part quelques exceptions, et qu'elle existe chez les vertébrés, est-ce qu'il a fallu créer une nouvelle cellule, une cellule de choix, un oligodendrocyte, c'est un peu bizarre ça quand même. Alors, est-ce qu'il a été indispensable de créer une nouvelle cellule, d'acquérir une nouvelle cellule, ou bien est-ce que ça pouvait se faire autrement? Alors là, il y a toute une série d'arguments que je voudrais développer avec vous pour dire qu'en fait, l'élément crucial n'était pas d'acquérir une nouvelle cellule, mais que l'élément indispensable, c'était les neurones et les axones qui vont donner des signaux aux cellules préexistantes déjà chez les invertébrés. Alors, quelques réflexions d'abord. Je vous ai dit que seuls les axones sont myélinisés, mais tous les axones ne sont pas myélinisés. Ça veut donc dire que les cellules myélinisantes, comme l'oligodendrocyte dans le système nerveux central, ont des critères pour choisir les axones qu'ils vont myéliniser ou au contraire ceux qui ne myélinisent pas. Sur un même axone, sur un même neurone dont l'axone est myélinisé, les dendrites ne sont pas myélinisés, ni le corps cellulaire. C'est-à-dire que là encore, l'oligodendrocyte reçoit des signaux pour lui dire on ne touche pas le dendrite, on va toucher que l'axone. L'argument, par exemple, du diamètre des axones qui existe, hein, parce qu'on sait ça, sur d'autres arguments, on peut faire myéliniser des fibres synthétiques, et le diamètre est absolument crucial, mais ça n'empêche qu'en général, les dendrites ont un diamètre beaucoup plus grand que les axones, et néanmoins, seuls les axones sont myélinisés et pas les dendrites. Par ailleurs, ce que j'ai noté aussi, les oligodendrocytes et les cellules de Schwann myélinisent aussi bien les axones du système nerveux périphérique que du système nerveux central. Ça, c'est dans des cultures. Donc, ils ont des critères pour sélectionner les axones qui vont myéliniser et ceux qui ne vont pas myéliniser, mais ça ne dépend pas de la cellule myélinisante. L'autre critère, c'est les axones, ils doivent être électriquement actifs. Alors, dans le nerf optique, par exemple, au cours du développement, au départ, les cellules ganglionnaires de la rétine ont des pulses de 2-3 Hz. Et à ce moment-là, le nerf n'est pas... Vous savez, le nerf optique, c'est formé par les axones des cellules ganglionnaires de la rétine qui retraversent la rétine et qui vont myéliniser, qui vont, innerver après le cortex occipital pour créer la vision. Et donc, pendant le développement embryonnaire ou fœtal, ces axones ne sont pas myélinisés, mais les corps cellulaires ont un pattern de firing qui est extrêmement lent. Et puis, c'est quand ces axones ont atteint leur cible
qu'on change de pattern et on passe à 50 Hz. De 2 à 3 Hz à 50 Hz. Et à ce moment-là, c'est là que débute la myélinisation. Autre argument, c'est celui des axones dopaminergiques. Donc il y a un faisceau qu'on appelle le medial forebrain bundle, où il y a des fibres descendantes motrices qui sont myélinisées, et puis le faisceau qui va de la substance noire vers le striatum, qui ne sont pas des fibres dopaminergiques, ne sont jamais myélinisées. Et les fibres dopaminergiques ont un patron de firing qui est extrêmement long, de 2 à 3 Hz. Or, les oligodendrocytes, ils sont tous là. Et ils vont myéliniser que les axones qui sont électriquement actifs et pas les axones qui sont électriquement longs. Il semble bien que le courant électrique ait un rôle à jouer dans la myélinisation. Alors, est-ce qu'on peut montrer ça? On a fait ça il y a déjà pas mal d'années, en utilisant dans des cultures, mais aussi in vivo, des toxines qui permettent de bloquer ou au contraire d'activer les canaux sodiques. Alors, pour bloquer les canaux sodiques, on a utilisé une toxine qui est extraite d'un poisson qu'on appelle le fougou ou tétrodon, et du coup la toxine, elle s'appelle la tétrodotoxine. Alors, c'est un poisson qui est très mignon, mais quand il a peur, il gonfle comme ça, et vous voyez, il a plein d'épines, et au bout de ces épines, il a cette toxine absolument dramatique, et cette toxine, elle vient se fixer sur les canaux sodiques, et elle fait comme un bouchon, elle va boucher le canal sodique, ce qui veut dire que les ions sodium ne peuvent plus entrer. Et donc là, vous bloquez l'activité électrique. Donc on a fait ça dans des cultures où on mélange des neurones et des oligodendrocytes, et les oligodendrocytes doivent myéliniser les axones, et vous voyez, quand vous faites ça, eh bien vous arrivez à bloquer à 98% le nombre d'interneux que vous pouvez détecter dans ces cultures. Alors, on peut répéter ce genre d'expérience sur l'animal vivant en injectant dans le vitré de la tétrodotoxine, et pareil, on retarde de plusieurs semaines le début de la myélinisation. D'ailleurs, si vous pensez aux taupes, les taupes qui sont pratiquement aveugles, elles ont un retard de myélinisation du nerf optique. Donc, encore une fois, ce n'est pas que l'activité électrique qui est cruciale, hein, mais on peut retarder le début de la myélinisation de plusieurs semaines, voire mois, en bloquant l'activité électrique le long des axes. Maintenant, est-ce qu'on peut l'activer? Alors, pour l'activer, cette fois, on change d'espèce, on prend des scorpions, et là, le scorpion, là, au bout de sa queue, il y a une toxine, qu'on appelle la toxine alpha de scorpion. Elle aussi, elle se fixe sur les canaux sodiques, mais au lieu de faire comme un bouchon, comme la tétrodotoxine, elle, au contraire, elle maintient l'ouverture du canal sodique et elle augmente la probabilité d'ouverture. Et donc, elle active l'activité électrique des neurones. Et quand vous faites ça dans nos cultures, vous voyez, on augmente de 2,5, donc de 200%, plus de 200%, le nombre d'interneux qui sont myélinisés. Donc vraiment, il y a un rôle crucial de l'activité électrique et donc du rôle des axones sur la myélinisation. Et encore un argument, c'est celui de dire que ce sont les axones qui vont dicter aux cellules si elles doivent myéliniser ou pas. Et je prends comme exemple les cellules du bulbe olfactif. Dans les cellules engainantes du système olfactif, c'est le nerf 1, là, c'est des petits filets qui partent du nez et puis qui vont innerver justement le bulbe olfactif. Eh bien, il y a des cellules gliales qui sont là. Eh bien, elles ne myélinisent jamais. Hein, le nerf olfactif n'est absolument pas myélinisé. Mais si vous prenez ces cellules et que vous les mettez dans le système nerveux central, c'est-à-dire dans un contexte où il y a des axones qui sont normalement myélinisés, eh bien ces cellules qui ne myélinisent jamais, elles vont myéliniser. Et donc c'est vraiment leur environnement qui leur dit qu'ils peuvent myéliniser. L'autre argument, c'est dans le système nerveux périphérique, mais c'est seulement vrai pour l'instant dans le système nerveux périphérique. On sait qu'il y a une molécule qu'on appelle la neuroépidine de type 1, peu importe, qui est indispensable, qui est un signal de myélisation et qui fait que la cellule de Schwann va reconnaître cet axone. Et c'est un très joli travail. Il y a eu plusieurs expériences, mais une que j'aime beaucoup a été faite à partir des neurones sympathiques.
nerf sympathique, les axones ne sont pas myélinisés. Et si vous prenez ces axones myélinisés et que vous leur ajoutez, par génie génétique, cette doréguline de type 1, et bien à ce moment-là, les cellules de cheval vont reconnaître ces axones et vont les myéliniser. Donc vraiment la démonstration que la doréguline de type 1 sert, donc c'est un signal axonal qui dit à ces cellules de myéliniser. Oui. C'est justement ce que je voulais vous demander. Est-ce que le système nerveux végétatif est myélinisé ou non? Ça dépend. Je vous ai donné l'exemple du récurrent. Hein, c'est le système. Il y a le sympathique et le parasympathique dans le système végétatif. Donc, il y a des fibres motrices dans les deux. Et les fibres motrices, elles ne sont pas que sensitives. Alors, le sympathique, c'est jamais myélinisé. Alors que pour le 10, les fibres motrices sont myélinisées. Alors maintenant, quelques expériences aussi très récentes, et c'est en cours, et là je vous donne que des choses qui n'ont pas été publiées. Mais c'est le mérite d'être émérite, on peut vraiment s'amuser. Alors vous allez voir le type d'expérience que je fais à l'heure actuelle. Donc, ça part d'une observation, de quelques observations sur la drosophile. Je suis médecin de formation, personne n'est parfait, on a tous nos faiblesses. Et donc j'ai commencé sur l'homme, après je suis passé au rat, j'ai fait de la souris, j'ai fait pas mal de poulets, de cailles, l'inspiration de Madame Le Douarin. Et puis, on ne peut pas dire ma maîtresse, hein, c'est ma maître à penser. Je ne sais pas, c'est difficile, hein, maître. On dit toujours. Et donc, Madame Le Douarin, caille, poulet, bien sûr. Et puis, alors maintenant, je suis passé au xénope. Et en fait, à la drosophile. Mais la drosophile, il n'y a pas de myéline. Donc, on va y arriver. Elle n'a pas de myéline, mais regardez ce qu'elle est capable de faire. Il y a des cellules gliales hein, aussi chez les drosophiles. Eh bien, il y a des cellules gliales qu'on appelle les cellules languénantes. Eh bien, elles font énormément de membranes. Vous voyez, toute cette membrane. Mais cette membrane, elle n'est pas capable de s'enrouler autour des axones. Vous voyez, elle fait à peine 2 tours au maximum. Alors qu'elle est là, elle a fait plein de membranes, cette cellule languénante, et bon, elle n'arrive pas à s'enrouler. Donc ça, c'est une première observation. Mais néanmoins, il y a un mutant qui s'appelle le drosophile, qui s'appelle Swiss cheese. Alors ça, c'est parce que c'est les Américains, ils croient que les mentales, parce qu'il y a des trous. Hein. Alors pour eux, c'est. Alors que le gruyère, le vrai gruyère suisse, il n'y a pas de trou dedans, hein. C'est les mentales qui a des trous. Mais peu importe, ils appellent ça le Swiss cheese, ce mutant de drosophile, qui a une mutation, on connaît la mutation, il y a l'équivalent chez l'homme, tout ça. Eh bien, dans Swiss cheese, eh bien, ces cellules languénantes, eh ben, elles sont quand même capables de s'enrouler. Alors, encore une fois, vous allez me dire que ce n'est pas de la vieille myéline, ça je suis bien d'accord avec vous, c'est très moche, électronique et de très mauvaise qualité, et ce n'est pas une très belle myéline, mais ça n'empêche, c'est-à-dire que ces cellules languénantes, qui normalement ne myélinisent jamais, elles sont capables, quand il y a une mutation axonale, eh bien, elles sont capables de s'enrouler. Alors moi, ça m'a donné l'idée d'utiliser un système différent, et de faire des chimères. Comme je l'ai dit, mon maître en pensée, Nicole Le Douarin, avait créé les chimères caille-poulet. Moi, je fais des chimères drosophiles xénopes. Et donc, je les appelle drosophiles, parce qu'évidemment, je pourrais dire xénophiles, mais bon, là, ça peut être politiquement, on ne sait jamais, ça peut choquer certains. Donc, moi, je fais drosopus, hein, drosophile xénopus, et on crée des chimères. Alors, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a des cellules drosophiles qui ont un marqueur fluorescent et on peut les injecter dans le cerveau des têtards. C'est plus facile avec les têtards parce que les têtards de xénopes sont transparents. Et puis, on attend de voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, ce sont des têtards transgéniques dans lesquels on détruit toute la myéline. Donc, il n'y a plus de myéline. Et donc, on va essayer de donner une sorte d'avantage aux cellules de drosophiles qu'on va introduire de façon par greffe, hein, par transplantation chez ces têtards. Et vous voyez, on arrive à les retrouver. Hein, elles ont ce marqueur fluorescent et on arrive à les voir dans le cerveau de ce tétard. Et même, on voit des fois des petites choses comme ça. Ça n'est pas tout à fait une cellule, hein, ça a l'air d'être un peu plus étendu. Alors du coup, on est allé voir en microscopie électronique à quoi ça ressemblait. Alors, là, c'est un xénope bien myélinisé, normal.
Ça, c'est après notre traitement dû à la transgénèse. On a éliminé la myéline. Et chez ceux chez lesquels on a greffé des cellules de drosophiles, eh bien, on a des structures un peu comme ça. Ça, c'est un peu bizarre. Hein. Et regardez, à plus fort grossissement, ben, quand même, il y a plus de 3 tours. Hein. Il y a des endroits, il y a jusqu'à 4 tours. Donc, ces cellules de drosophiles, a priori, sont des cellules de drosophiles, puisqu'on a tué tous les oligodendrocytes chez cet animal. Et donc, on arrive à faire myéliniser des cellules engainantes de drosophiles, à leur faire myéliniser des axones de xénope. Vous allez me dire, mais pourquoi prendre le xénope? Simplement, c'est un problème de température, hein, parce que la souris, ça vit à 37, les poissons zèbres, ça vit à 28, les xénopes, ça vit à 20 degrés, comme les drosophiles qui vivent à 18. Donc là, on arrive à faire ces chimères. Donc, au total, l'ensemble de ces résultats suggère que les cellules myélinisantes sont les descendants des cellules gliales des invertébrés. Il n'était pas utile d'acquérir une nouvelle cellule. On avait ces cellules chez les invertébrés. Eh bien, il a suffi que les axones, que les neurones leur donnent des signaux, donc c'est ce qu'on essaye maintenant de démontrer, bien sûr, des signaux suffisants pour que ces cellules qui ne myélinisent pas chez les invertébrés se mettent à myéliniser. Et donc, c'est peut-être ici, ça nous permettrait d'avoir de nouvelles cibles thérapeutiques dans les maladies démyélinisantes, justement d'essayer de trouver quel est le signal minimum pour myéliniser. Alors, j'en ai fini. Donc vous avez compris que je m'intéressais au tétard, et du coup, j'ai beaucoup d'admiration pour un artiste français qui s'appelle Ben, parce que, voilà, une des œuvres de Ben, c'est le tétard. Et je vous remercie. Voilà à peu près les gens qui ont travaillé sur le projet. Vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Le tissu nodal, le nerf intrinsèque du cœur, est-il myélinisé? Non. Est-ce qu'il y a une conduction rapide? Oui, il n'est pas myélinisé. Il n'est pas myélinisé, non. Que je sache. D'autres questions? Oui. Y a-t-il des pathologies qui concernent la myéline, affectant la myéline? Ah oui, la pathologie la plus fréquente chez l'homme, c'est la sclérose en plaques, hein, où il y a une destruction, c'est une maladie qui a une composante inflammatoire et une composante démyélinisante. Donc on pense que c'est le système humain par un mécanisme qu'on ne connaît pas, auto-humain, qui va détruire les gaines de myéline, les lymphocytes, qui entrent dans le cerveau, qui détruisent la gaine de myéline, pas partout, mais je pensais au système périphérique. Il y a toutes les neuropathies périphériques aussi, qui sont en général causées par des mutations. Il y a plusieurs types de neuropathies périphériques. Il y a par exemple les neuropathies diabétiques. Donc ça, c'est une des conséquences du diabète, où il y a aussi donc, une perte de la gaine de myéline. Il y a les neuropathies génétiques, qu'on appelle les maladies de Charcot-Marie. À la Salpêtrière, quand on dit Charcot, on sait qui. Marie, c'était son élève, et puis les Anglais ont rajouté tout. Donc Charcot-Marie, tout, avec plusieurs types de mutations qui sont aussi des maladies qui détruisent la gaine de myéline. Donc dans le périphérique aussi, il y a des pathologies. Et puis il y a d'autres pathologies qui sont plus rares, comme les leucodystrophies métachromatique, qui sont des maladies génétiques, cette fois, du système nerveux central plutôt. Autre question, quelle est la vitamine principale qui contribuerait à régénérer la myéline? Alors la vitamine, je ne sais pas. Et là, il y a plusieurs théories. Non, mais sur les vitamines, je suis sec là. En revanche, régénérer, ça c'est une très bonne question. Il y a un potentiel de régénération de la myéline, même dans la myéline. Alors, dans le système nerveux périphérique, ça ne pose aucun problème.
la myéline régénère, c'est pour ça que même quand on a des sections de nerfs, les nerfs peuvent repousser et être myélinisés. Ça prend du temps, hein, mais c'est tout à fait possible dans le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, c'est plus compliqué parce que les débris de myéline, quand il y a une destruction, empêchent la repousse axonale, une inhibition. Mais s'il n'y a pas d'atteinte de l'axone, il y a un potentiel endogène de remyélinisation. Donc on peut remyéliniser. Le problème, alors, encore une fois, je parle surtout de la sclérose en plaques, essentiellement parce que c'est la maladie la plus fréquente. Hein. Il y a quand même 100 000 patients en France, c'est pas négligeable, hein, avec des choses qui sont curieuses. C'est que en 40 ans, on a eu un doublement du nombre de cas, et à mon avis, ce n'est pas uniquement parce qu'on a amélioré le type de diagnostic, parce que il y a 40 ans, on posait très très bien le diagnostic de sclérose en plaques. Donc il y a vraiment un effet probablement environnemental qui joue sur la myéline. Et puis un autre phénomène qui est également très curieux, c'est que la sclérose en plaques a une distribution mâle-femelle très particulière. Avant, il y avait 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes, et bien maintenant c'est 3 quarts de femmes et 1 quart d'hommes. Donc il y a vraiment une augmentation sur les femmes des cas de sclérose en plaques. Et ça, c'est 2 études séparées dans 2 pays différents. Donc réellement, on a l'impression, enfin, je parle que des pays occidentaux, hein, bien sûr, en Allemagne, en Norvège. Donc là, il y a vraiment une augmentation du nombre de cas, et en plus, un shift vers la féminisation de la maladie. Donc pour répondre maintenant plus précisément à votre question, il y a un potentiel endogène de remyélinisation. Ça, on le sait, ça a été bien démontré. C'est-à-dire on a dans le cerveau, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a entre 5 à 8% de cellules qui sont des précurseurs d'oligodendrocytes. 5 à 8% des cellules, donc on parle en milliards de cellules. Hein. C'est absolument énorme. Et ces précurseurs d'oligodendrocytes qui sont là dans le cerveau, on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Ils doivent certainement servir à quelque chose parce que, vous savez, la nature est capitaliste et ne passerait pas du temps à maintenir des milliards de cellules qui ne serviraient à rien. Mais ça, on ne connaît pas bien leur fonction. En revanche, quand il y a un événement de démyélinisation, elles jouent un rôle pour remyéliniser. C'est-à-dire qu'elles se transforment en myélinisation et elles vont participer à la remyélinisation. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces cellules qui sont là en attente, hein, ces précurseurs d'oligodendrocytes, quand on acquiert des nouvelles fonctions, elles vont myéliniser les axones qui sont impliqués dans ces nouvelles fonctions. Ça a été montré, indirectement en tout cas, pour des jongleurs, aussi pour des enfants, en comparant des enfants qui font 1 heure de piano, enfin adolescents, hein, qui font 1 heure de piano par jour, et puis des enfants futurs professionnels qui font 6 heures de piano par jour. Eh bien, ils sont plus myélinisés, ceux qui font dans leur corps calleux, ils sont plus myélinisés, ça sert à la transmission d'informations de la droite à la gauche, ils sont plus myélinisés, ceux qui font 6 heures de piano. Pareil, les jongleurs, les enfants de jongleurs ont certains territoires qui sont un peu plus myélinisés. Et ça a été montré chez la souris, de très jolies expériences, où on prend des souris, et vous savez, les souris, c'est comme les guinea pigs, là, ça aime bien tourner dans les roues, comme ça. Donc on leur met des roues, et puis, comme les chercheurs sont souvent un peu sadiques, hein, ils enlèvent quelques barreaux des roues. Donc ça devient vachement dur pour la souris. Mais elle aime tellement aller dans la roue qu'elle va se mettre dans la roue, elle va apprendre, malgré le fait qu'on ait enlevé des barreaux, elle va quand même apprendre à tourner cette roue. Eh bien, les souris qui ont appris à tourner les roues, eh bien, on peut montrer que leurs cellules précurseurs d'oligodendrocytes se sont transformées en oligodendrocytes. Donc c'est une des fonctions de ces précurseurs d'oligodendrocytes. Le problème dans les pathologies, comme la sclérose en plaques, c'est que le système s'épuise et qu'il n'est pas assez efficace pour des raisons qu'on ignore, hein, mais il n'arrive pas à tout remyéliniser. Ou plus exactement, il y a des patients chez qui il ne remyélise pas tout. On sait qu'il y a des patients, on les voit 1 fois, 2 fois en consultation, ils ont fait une vraie poussée de sclérose en plaques, on a aucun doute, on a les IRM,
le diagnostic ne pose aucun problème. Et puis on va les revoir pendant une dizaine d'années, ils reviennent, ils se font aucune poussée, puis après on les perd de vue parce qu'ils ne vont pas continuer à venir vous voir alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Et bien ça, moi je pense que ce sont des patients qui ont été guéris. C'est-à-dire que leur potentiel endogène de remyélisation a été suffisant pour remyéliser toutes les zones démyélisées. Malheureusement, il y a des patients chez qui le système s'épuise et il y a énormément de travaux qui sont faits à l'heure actuelle pour justement trouver des molécules qui permettraient de favoriser cette remyélisation. Il y a une autre approche laquelle je ne suis pas d'accord, qui est de greffer des cellules dans le cerveau de ces patients. Moi, je dis qu'il ne faut pas confondre. Il faut savoir qu'un patient qui a une sclérose en plaques, il peut avoir facilement 50 lésions dans le cerveau et une vingtaine dans la moelle épinière. Moi, je dis qu'il ne faut pas confondre neurochirurgien et acupuncteur. Ce n'est pas le même métier. Donc, s'il faut mettre des cellules dans tout le cerveau, je crois que ça serait trop difficile. Donc, je ne crois pas tellement à cette stratégie exogène. En revanche, on a déjà des candidats de molécules. Il y en a qui sont déjà en phase 2, phase 3, phase 2, je crois. Encore phase 3, des molécules qui semblent favoriser la remyélinisation. Donc on a déjà toute une panoplie de molécules qui bloquent la partie inflammatoire. Donc ça, on sait très bien faire. Et puis, le problème de ces thérapies anti-inflammatoires, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'au bout de 5 ou 10 ans, l'évolution du patient est restée la même. C'est-à-dire que pendant cette période où il a pris ces médicaments, c'est essentiellement des interférons de type bêta, mais il y en a d'autres, des anticorps monoclonaux aussi, ils font beaucoup moins de poussées. Donc pour le bien-être du patient, c'est énorme, parce que ça diminue de 30 à 50% le nombre de poussées pendant cette période-là, mais malheureusement l'évolution reste identique. Et au bout de 5 ans, il a le même handicap qu'un patient qui n'en aurait pas pris. Donc maintenant, il y a des molécules qui, pense-t-on, vont favoriser justement la transformation de ces précurseurs en cellules myélinisantes. J'étais un peu... L'usage de l'électromyogramme, là, il a toute son utilité pour le périphérique. Ah oui, oui, bien sûr, parce que ça permet de savoir si c'est une origine justement de démyélisation ou neuronale. Parce qu'on mesure le potentiel à oui. Merci, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de notre bel institut du cerveau et de la moelle épinière? Oui, donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière a été créé j'en étais le premier directeur, donc en 2009, de 2009 à 2014. C'est un partenariat public-privé, puisqu'il y a une fondation, qui est la fondation ICM, et puis c'est aussi une UMR, INSERM, CNRS, Sorbonne Université. C'est un mode de fonctionnement un peu particulier, puisqu'il y a des fonds privés qui viennent abonder les apports de nos tutelles, INSERM, CNRS, Sorbonne Université, et puis, bien entendu, tous les contrats qu'on peut apporter. Alors maintenant, je peux vous dire d'autres choses. Actuellement, il y a à peu près 600 personnes qui travaillent, pas 600 chercheurs. 600 personnes, ça inclut tout le personnel administratif et bien sûr les personnels techniques, les ingénieurs et également les chercheurs. C'est un centre qui a une forte tendance quand même à ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire à viser, disons, thérapeutique ou physiopathologique, mais il y a quand même, mais heureusement, aussi de la recherche fondamentale uniquement sur le système nerveux et essentiellement le système nerveux central, donc avec des aspects moléculaires et cellulaires, un peu les choses que je vous ai racontées là, et puis aussi des aspects neurosciences cognitives. Ça, c'est les intellectuels, vous savez, c'est des gens,
ils manient la langue de telle façon, ils utilisent dans les phrases que des mots que vous connaissez très très bien, ils les agencent de telle façon qu'on n'y comprend rien. Mais en tout cas, c'est les neurosciences cognitives, quoi. Les mécanismes de la pensée, les mécanismes du langage, les mécanismes du calcul. Voilà, c'est des gens qui font des choses comme ça. Donc en gros, c'est les deux tendances qu'on a dans l'Institut en termes de recherche. Alors il y a dans l'Institut aussi un demi-étage pour les essais cliniques, ce qu'on appelle un centre d'investigation clinique. Et puis il y a aussi une partie au deuxième étage pour des startups. Actuellement il y en a une vingtaine. Et qui réussissent relativement bien, puisqu'il y en a une qui a un produit qui est en cours d'application à la FDA, qui est l'autorisation américaine des produits, et puis il y en a 5 qui sont en cours d'essai clinique. Donc ça c'était... parce que le centre a été créé avec d'une part des fonds de l'INSERM, des fonds de la ville de Paris, des fonds de la région Île-de-France, et puis un emprunt à la Caisse des dépôts. Et ça a permis de construire, et puis bien sûr des donateurs. Et la ville de Paris a donné 5 millions pour construire le bâtiment, à la condition qu'il y ait un étage pour les startups. Donc voilà, il y a cet étage de startup. Est-ce que vous voulez d'autres renseignements? Je regarde Sylvanie Innocentio qui a pu faire partie du conseil d'administration de notre... parce qu'il y a un conseil d'administration avec des donateurs. Non, mais c'est une assez belle institution. Moi, je n'aime pas l'architecture, hein, mais... enfin, si, j'aime beaucoup l'architecture, justement. Mais je trouve que Jean-Michel Wilmotte a fait un travail absolument désastreux, aussi bien pour l'extérieur, qui peut paraître très pompeux, mais qu'à l'intérieur, pour les gens qui y travaillent. Vous savez, ils nous ont tous mis en open space, soi-disant, pour qu'on communique mieux entre nous. Résultat des courses, ils ont tous des trucs sur la tête comme ça, à écouter leur radio, donc plus personne communique. Heureusement, il y a les fumeurs. Alors les fumeurs, ils n'ont pas le droit de fumer dans le bâtiment, donc ils fument à l'extérieur et eux, ils communiquent. Monsieur c'est bon. D'autres questions? Non. Je vais vous remercier beaucoup pour cette...